À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. 11 mars 2011, la terre tremble et un tsunami déferle au Japon. Le lendemain, une explosion se produit dans la centrale de Fukushima Daiichi. Bilan officiel de tout ça, 15 800 morts, 3 000 disparus, 340 000 personnes déplacées. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques et professeur à la Paris School of Business. Quelles leçons a-t-on tiré de ce drame nucléaire japonais ? Ouh là là, alors des leçons, ça dépend, pas énormément je trouve. Même le gouvernement japonais voulait réouvrir ses centrales nucléaires alors qu'il les avait fermées. Nous on voit chez nous qu'on a envie de prolonger la durée de vie des centrales. Donc on a tiré quelques leçons parce que c'est vrai que les normes de sécurité ont fortement augmenté partout dans le monde depuis l'accident de Fukushima, ça c'est une réalité. Mais au niveau mondial, il n'y a toujours pas de normes contraignantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seuil limite en termes de sécurité. Parce il n'y a pas une base de sécurité commune. Non. L'Agence internationale de l'énergie atomique donne des recommandations, mais il n'y a rien de contraignant parce que certains pays ont refusé. L'Europe le voulait, mais la Chine et les États-Unis notamment l'ont refusé pour des raisons d'ingérence. Une question de Florence sur Europe1.fr. La région de Fukushima est-elle toujours sinistrée aujourd'hui, 5 ans après ? Complètement, elle est complètement sinistrée. Vous avez le site où il y a eu un accident, qui est la centrale, qui est une véritable passoire, où on injecte des quantités d'eau énormes chaque jour pour refroidir les moteurs. Cette eau est ensuite retraitée, mais il y a une partie quand même qui va dans les sols et qui infecte, qui pollue les eaux souterraines et qui finissent même une partie dans le Pacifique. Et c'est pour ça que TEPCO, l'opérateur, a dû même construire une barrière pour empêcher cette eau d'aller dans le Pacifique. Mais c'est grave ça ou pas ? Ah bah oui, c'est très grave, c'est quand même des quantités de radioactivité. Vous avez des endroits où le seuil, le taux de radioactivité est 20 fois supérieur à ce qui est admis au niveau humain. Mais vous voyez, dans les personnes déplacées, le gouvernement japonais incite très fortement maintenant les personnes à revenir sur place parce que ces personnes ont été placées dans des logements sociaux publics et ils ont du mal à s'insérer. Et là, on veut tellement en finir avec cet accident qu'il y a une forme de déni. Et on dit aujourd'hui aux populations, on les incite fortement à revenir et on incite aussi à acheter une partie des produits au péril de leur santé ? Sur du long terme, en fait, on est des apprentis sorciers là-dessus parce que la plus grosse catastrophe, c'était Tchernobyl, de même niveau que Fukushima, et il n'y a eu aucun suivi sanitaire de long terme. Donc, quand on regarde les chiffres de Tchernobyl, certains disent qu'il y a 1 million de morts indirectes dus à Tchernobyl, et d'autres disent qu'il y en a 3 000. Voilà, et d'autres disent qu'il y en a 3 000. Donc, le rapport de l'ONU dit que 6 millions de personnes auront probablement des problèmes parce qu'ils ont été mis en contact avec des taux de radioactivité anormaux. Et là on le disait tout à l'heure, il y a un rapport de 2 ONG américaines qui disent qu'il y aurait 10 000 cancers supplémentaires à cause de cet accident de la centrale de Fukushima. Un tweet de Fran avec le hashtag un matin. Arrivera-t-on un jour à décontaminer le site et ses terres irradiées ? C'est valable pour Fukushima, c'est valable pour Tchernobyl ? Oui, alors vous regardez par exemple Tchernobyl, la ville Pripyat qui était à côté de Tchernobyl, elle n'est toujours pas habitée. Elle n'est toujours pas habitée 30-40 ans après. Donc ça prendra des décennies. On est sur des échelles de temps qui sont les gens parlent de 30 ans minimum, mais ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, on ne sait pas en réalité. En fait, c'est la grande inconnue sur tout ça. On n'a pas le recul nécessaire. Et complètement, c'est la grande inconnue. Il y a eu 3 accidents. Les niveaux les plus élevés étaient Tchernobyl et Fukushima. Donc on est sur des temps. Quand on voit ce qui s'est passé à Tchernobyl, alors on peut dire qu'à l'époque on n'était peut-être pas aussi près, qu'il n'y avait pas. Mais Tchernobyl, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les personnes qui vivaient autour de Tchernobyl ne sont pas revenues vivre et on a une ville un petit peu cimetière. Si je vous demande aujourd'hui si un autre accident nucléaire majeur est possible, vous allez me dire oui, c'est toujours possible. Mais est-ce que c'est probable ? Est-ce qu'il faut le redouter ? Alors la probabilité, ça dépend des pays déjà, ça dépend des pays parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de normes contraignantes. Dans le cas de la France, on a une probabilité très faible, mais on a aussi, on est le pays qui avons par habitant le plus de centrales nucléaires. Notre pays, c'est 1% de la population mondiale, mais on a 17% des réacteurs chez nous. Donc même s'il y a 19 centrales en France. Exactement, 19 centrales, 58 réacteurs. Même si on a une probabilité faible, vous savez ce qu'on appelle le signe noir en économie, on a quand même une chance qui est beaucoup plus élevée que les autres pays, due à notre densité de centrales sur notre territoire. Donc on n'est pas complètement à l'abri. Est-ce qu'on peut croire l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire ? C'est un sujet sur lequel on est tous un peu parano, un peu méfiants, mais on nous dit à chaque fois, oui, non, les incidents sont jamais graves, les problèmes sérieux sont jamais très sérieux. C'est indépendant l'ASN ou c'est à la botte d'EDF et donc de l'État qui contrôle 85% d'EDF ? L'ASN est quand même est clairement crédible. On a eu des accidents. Le plus gros accident qu'on a eu en France est un accident de niveau 4 et Fukushima, c'est des accidents de niveau 7. Maintenant, il
on peut pas prévoir. Enfin, quand on voit Fukushima, il y a quand même là-bas, c'était certes des manquements humains, ce qu'a révélé un rapport du gouvernement japonais, mais il y a eu quand même une catastrophe naturelle. Et ça, on n'est jamais à l'abri de ça. On le voit bien, même quand il s'agit d'inondations, de choses comme ça chez nous. Et puis après, vous avez un autre risque. Ça ou un attentat. Et un attentat. Si on précipite un avion dans une centrale, qu'est-ce qui se passe? Vous avez également un risque terroriste. Donc on voit bien que même si les probabilités sont faibles, même si il y a énormément de contrôle, etc., vous ne pouvez pas. Le risque zéro n'existe pas dans le nucléaire. Alors, prolonger leur durée de vie de 10 ans, ce que veut Ségolène Royal, les faire passer de 40 à 50 ans, c'est bien raisonnable, ça? C'est nos centrales, là, pour le coup. Alors, moi, je pense que la plus vieille centrale à 46 ans dans le monde, elle est en Suisse. Je pense que... Alors, il y a deux choses. Bon, on pourrait peut-être le faire si l'autorité fait attention à ça, mais ça va à l'encontre de la loi de transition énergétique qui vise à réduire quand même la part du nucléaire dans la production d'électricité. Là, il y a les paroles d'un côté et les actes de l'autre. Oui, d'accord, mais il faut quand même le rappeler. Et puis ensuite, il y a autre chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a une géopolitique du nucléaire. Si nous, on fait pousser nos centrales à 50, voire 60 ans, vous êtes sûr que dans les quelques années, les pays émergents feront la même chose. Et les pays émergents n'ont pas les normes. Il y a certains pays émergents qui ont des centrales nucléaires low cost. Et qu'est-ce qu'on va leur dire à ce moment-là où ils vont pousser la durée de vie de leur centrale? On aura fait la même chose. Et vous savez qu'un accident nucléaire ne s'arrête pas aux frontières, on le sait maintenant. Sauf le nuage de Tchernobyl qui est bien connu avec contourné le pays. Sauf le nuage de Tchernobyl. Et comme l'a dit Ban Ki-moon, la sûreté nucléaire, c'est un bien public mondial. Merci beaucoup Thomas Porcher d'être venu ce matin répondre à nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions énergétiques et professeur à la Paris School of Business. Merci, bonne journée à vous.